they're not careful, you're gonna belong to them. Je vous jure, Alieners va finir par s'appeler Peter Pan. Salut et bienvenue sur Chronique Fantastique. Aujourd'hui, on plonge dans l'épisode 3 d'Alieners. Comme d'habitude, cette vidéo contient 100% de spoilers. Vous êtes prévenus? Allez, sans plus attendre, on se lance. La semaine dernière, je vous parlais des nombreux parallèles avec Peter Pan. Boy donnait l'illusion d'un conte de fées à la Disney, alors qu'en réalité, on se rapproche bien plus de la noirceur du roman original. Cette semaine, ce sont plusieurs personnages secondaires, notamment certains enfants perdus, qui semblent avoir hérité de rôles taillés pour le prochain Peter Pan. Prenons Curly par exemple. Elle postule clairement pour incarner la fée Clochette. Et ça ne fait plus aucun doute après la scène qu'elle partage avec un boy cavalière en pyjama et pieds nus, un détail que vous n'avez sûrement pas manqué. Son envie d'impressionner le trillionnaire, mêlée à la remise en question de Wendy qu'elle lui expose, renvoie directement au trait de caractère de Clochette. Dans le film d'animation de Disney, sa jalousie envers Wendy est traitée sur un ton léger, presque comique, mais dans le roman, la version originale est bien plus sombre. Clochette est la projection de l'enfance brute, une créature d'instinct guidée par des sentiments primaires comme la jalousie, mais aussi capable d'un dévouement absolu à la manière d'un enfant envers un parent. Sa jalousie envers Wendy est d'ailleurs beaucoup plus noire, au point de chercher à la faire tuer par les enfants perdus. Reste maintenant à savoir si la série ira jusque-là. Concernant Moreau, alias le Capitaine Crochet, tout laisse penser qu'il a lui aussi trouvé son Monsieur Mouche en la personne de Slightly. Dans le roman comme dans le dessin animé, Monsieur Mouche n'est pas vraiment un méchant. Il a ce côté bon enfant, doux et comique. Un trait de caractère qui correspond parfaitement à Slightly. Moreau, lui, a très vite compris qu'il avait affaire à des enfants. C'est sans doute pour ça qu'il utilise le mot monstre quand il parle du xénomorphe et qu'il choisit avec soin ses mots lorsqu'il s'adresse à Slightly via le patch télépathique. D'ailleurs, ce dernier regarde le film d'animation Epic quand Moreau le contacte. Un film qui raconte l'histoire d'une jeune fille découvrant un monde invisible, une société en danger qui évoluait sous ses yeux sans qu'elle en ait conscience. Exactement comme Slightly, qui ne réalise pas encore qu'il bascule dans un univers dangereux et corrompu. Et au passage, Epic introduit aussi cette notion d'équilibre brisé entre l'ordre naturel de la vie et la destruction. Dans l'univers d'Alien, le xénomorphe est justement la conséquence de cet équilibre brisé. L'élément déclencheur, c'est toujours l'être humain. I don't know which species is worse. You don't see them fucking each other over for a goddamn percentage. Alors si Slightly passe vraiment du côté de Moreau, ce sera sans doute plus par naïveté et manipulation que par véritable méchanceté. La semaine dernière, je parlais déjà de l'épisode 6 intitulé La Mouche, et si finalement cet épisode ne traitait pas de la 5e espèce, mais bien des choix de Slightly. Enfin, je revois un peu ma position sur Moreau. Après tout, il n'a pas l'air d'être si loyal que ça envers Weyland-Yutani, et par moments, il semble même culpabilisé pour la perte de son équipage. When you hear the screams, and all you can do is save yourself. On comprend qu'il veut absolument finir sa mission parce qu'il a littéralement tout sacrifié pour elle. Tous ceux qu'il aime sont soit morts, soit bien plus âgés que lui aujourd'hui. Mais une question demeure. À quel point est-il vraiment un cyborg ? D'un côté, il est capable de télécharger toutes les données du Maginot, ce qui le rapproche clairement du synthétique. De l'autre, il est pourtant détecté comme organique par les facehuggers. En tout cas, Moreau envie clairement le sort des synthétiques. Cela me laisse penser qu'il pourrait souhaiter devenir lui aussi un hybride. Dans le podcast officiel de la série, l'interprète de Moreau explique qu'après 65 ans passés dans l'espace, son personnage se sent un peu comme un iPhone 2 qui débarque dans un monde rempli d'iPhone 20. Alors oui, il ne serait pas étonnant que son véritable objectif soit un upgrade définitif vers l'état synthétique. You a robot? Wouldn't that be nice? To be all machine instead of what I am. The worst parts of the man. Côté créature, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent cette semaine, si ce n'est la confirmation que les ovomorphes ont bel et bien été trouvés et ramenés par l'équipage. On découvre aussi que Slightly tombe sur une peau de chestburster près du nid, mais est-ce bien celle de la créature que l'on a vue ? Difficile à dire. Personnellement, je crois de moins en moins à la thèse d'un vaisseau infesté par plusieurs xénos ou même par la présence d'une reine. C'est d'ailleurs ce qui expliquerait qu'il ait gardé Joe en vie, pour qu'il soit fécondé par un facehugger. Et d'ailleurs, j'ai une petite question pour les plus connaisseurs d'entre vous. Pourquoi l'acide du xénomorphe ne traverse-t-il pas ce matériau ? Je n'ai pas souvenir d'un matériau construit par les humains capable d'être aussi résistant. Donc n'hésitez pas à partager vos idées en commentaire. Autre détail intriguant, lors de la dissection, on voit un liquide noir s'échapper du facehugger. Curieux, sachant que ce liquide a ses origines dans Prometheus et Covenant, deux films dont le créateur de la série avait justement dit qu'il ne voulait pas s'inspirer. Peut-être un clin d'œil pour raccorder les wagons avec Alien Romulus ? Là encore, j'attends vos avis.
En revanche, une chose est sûre, on en apprend un peu plus sur le mode de fécondation. L'embryon est donc déjà en vie dans le facehugger et on peut imaginer que ce liquide noir sert à prélever un peu d'ADN de l'hôte pour créer le pont génétique avec l'embryon. Enfin, la créature volante s'est un peu plus montrée et sans surprise, elle est bien dégueulasse. Elle semble même construire son propre nid à base de glavio et autres substances franchement répugnantes. Affaire à suivre, mais j'aimerais bien la voir en action rapidement. Le titre de l'épisode, Métamorphose, renvoie forcément au livre de Franz Kafka où un homme se réveille transformé en insecte. Une métamorphose brutale, incompréhensible, qui symbolise la perte totale de contrôle sur son propre corps. Dans l'univers alien, la métamorphose fait évidemment référence directe au cycle de développement du xénomorphe. De l'œuf au facehugger, du facehugger à l'embryon, de l'embryon au chestburster, puis à la créature adulte. Mais la métamorphose dans cette série ne se limite pas au biologique. Elle touche également plusieurs personnages qui glissent peu à peu vers une condition différente de celle qu'ils avaient au départ. Comme vous le savez, le contrôle du corps et de l'esprit est l'un des axes majeurs de tout l'univers alien. Le facehugger en est l'exemple le plus frappant. Il force un hôte à abriter un embryon, une métaphore claire des abus sexuels. Les corporations, elles, exercent un autre contrôle total. Elles n'hésitent pas à utiliser leurs employés comme cobayes ou à les forcer à travailler dans des conditions abusives. On pourrait citer aussi les ingénieurs ou David, capables de contrôler la vie, jusqu'au clonage de Ripley dans Alien Resurrection. Dans Alien Earth, cette logique est poussée encore plus loin. Les mégacorporations comme Prodigy et Weyland-Yutani ne possèdent pas seulement les ressources, elles possèdent carrément la planète et même les êtres humains qui peuplent leur territoire. Boy Cavalier, lui, s'est offert des consciences humaines et pense contrôler absolument tout. Ses employés, Kirsch et même les créatures retrouvées à bord du Maginot. Pour lui, elles ne sont que de nouveaux jouets inconnus qu'il n'a pas encore réussi à dompter. Et dans cet épisode, il franchit une nouvelle limite lorsqu'il se sert carrément d'un poumon de Joe sans son autorisation pour mener ses expériences. De son côté, Weyland-Yutani rappelle à Moreau qu'il a des comptes à rendre. Mais dans les deux cas, ce contrôle semble se craqueler par endroits. On commence à voir apparaître des fissures, peut-être les signes d'une métamorphose en marche. Déjà, on le remarque depuis le début avec Wendy qui échappe constamment au contrôle, que ce soit par ses capacités ou par son refus d'obéir aux ordres. Ensuite, on le ressent avec Kirsch. Après avoir tenu des propos assez méprisants sur l'humanité dans les épisodes précédents, il n'hésite plus à afficher son agacement et même à se moquer de Boy. The proto-creatures must have gestated inside a human host. Like you. Je sais pas vous, mais Kirsch, synthétique en charge des expérimentations, hautain envers la race humaine, tout ça me fait penser à David. On peut imaginer qu'il finira par se mettre en marge de Prodigy, voire considérer que les créatures sont peut-être plus parfaites que les humains. Ensuite, le docteur et Dame Sylvia commencent également à remettre en question le bien fondé de leurs propres expérimentations. Moreau lui-même semble suivre un agenda qui pourrait de plus en plus différer avec celui de Weyland-Yutani. Quant à Nibs, elle vit très mal sa condition d'hybride et montre des signes de syndrome post-traumatique. Est-ce une perte de repère face à la réalité ou une véritable prise de conscience ? Toujours est-il qu'elle commence à se poser de sérieuses questions, et cela pourrait vite gêner Boy Cavalier. La scène où elle palpe le miroir avant de toucher son œil peut d'ailleurs être interprétée de deux manières. Soit elle se demande si tout cela est réel, si elle est encore vivante, soit elle craint d'être surveillée, que ce soit à travers ses propres yeux ou par un miroir sans teint. Enfin, il y a aussi la créature T. Oculius, dont le nom évoque directement l'œil. Un parasite qui contrôle ses hôtes, exactement comme Boy contrôle ses hybrides. Tout cela est parfaitement symbolisé par ce personnage qu'on voit sans cesse pulvériser un gaz ou un liquide dans les couloirs. On peut se demander s'il n'est pas là uniquement pour incarner l'illusion du contrôle. Malgré tous ses efforts, la greffe ne prend pas et la moisissure continue de s'infiltrer. L'ironie, c'est qu'il fait tout pour dominer cet espace, mais en fumant en permanence, il s'empoisonne lui-même et se condamne de l'intérieur. Et bien sûr, le contrôle qui risque le plus de déraper, c'est celui que Boy pense exercer sur les créatures. Le fait que toute l'action se déroule sur une île laisse d'ailleurs imaginer une fin de saison où Prodigy sera balayé et où Weyland-Yutani viendra récupérer les restes en se posant en sauveur de la planète. Et pour finir, un petit mot sur Wendy qui apparaît plus que jamais différente des autres hybrides. On l'avait déjà remarqué la semaine dernière, mais cette fois, sa puissance va encore plus loin. Elle traîne littéralement un xénomorphe avant de le décapiter. L'important, c'est qu'elle agit toujours dans l'espoir de sauver son frère. Mais ce qui intrigue vraiment, c'est ce lien particulier qui semble l'unir aux créatures, notamment dans leur façon de communiquer. On la voit clairement attirée par ce qui se passe pendant la dissection du facehugger,
comme si elle répondait à un appel à l'aide. Et là, je me demande si toute cette scène ne se déroule pas uniquement dans son esprit. Plusieurs détails paraissent en effet étranges. Pourquoi Dame Sylvia ne se réveille-t-elle pas quand Wendy se lève de la table? Et pourquoi, lorsqu'elle tombe à grand fracas, juste derrière Kirsch et les enfants perdus, personne n'intervient pour l'aider? On a quasiment l'impression que Kirsch enjambe Wendy pour apporter l'embryon à Boy. Difficile d'imaginer que le fruit d'une expérience chiffrée à plusieurs millions de dollars soit laissé par terre comme une vieille chaussette. J'ai donc vraiment l'impression que Wendy assiste à tout cela depuis ici, à travers une forme de communication télépathique. D'autant que la série nous propose même une vue subjective depuis l'intérieur de l'œuf, une façon de nous montrer qu'elle ressent ce que le facehugger est en train de vivre. Bref, c'est tout ce que j'ai remarqué à propos de cet épisode, un épisode qui sème un peu le doute sur les réelles motivations de certains personnages. Sur ce, je vous laisse liker, vous abonner et commenter, c'est très important pour la chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite sur Chronique Fantastique.